résultats de notre étude sur les labels européens de finances durables en compagnie de Nathalie Layani, qui est la présidente du Forum pour l'investissement responsable. Nous sommes un petit peu en retard parce que le temps de régler des questions techniques, mais nous sommes très heureux aujourd'hui parce que c'est important en fait. Dans un marché, la finance durable s'est considérablement développée. Il y a des prises en compte de critères ESG un peu partout. Et finalement, dans un monde où la régulation est en train de se mettre en place dans une relative confusion, il faut bien le dire, les labels européens restent un peu un repère. Mais on a voulu à Novetic savoir exactement où en était ce repère, à la fois en termes de nombre de fonds, de volume, mais aussi de tendance. Alors, cette étude a été faite par Myriam Ménif, qui malheureusement est au fond de son lit, donc c'est elle qui devait vous la présenter. Mais je voulais rendre hommage à son travail aujourd'hui parce que il est tout à fait important, puisque ce qui est assez paradoxal finalement pour un objet financier, c'est qu'à l'heure où tout doit être cartographié, géré par des ordinateurs, etc., il y a toujours encore un côté un peu artisanal avec des bases de données qu'il faut récupérer, homogénéiser, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a passé, depuis notre dernière enquête, la barre des 2000 fonds est largement, hein, puisqu'on comptabilise à l'arrivée 2071 fonds. Alors, de quoi on parle finalement quand on parle des labels européens? On parle des labels publics français, on y reviendra avec Nathalie tout à l'heure, le label ISR et le label Greenfield, mais on parle aussi du label belge qui s'appelle Towards Sustainability, et puis on parle de label autrichien qui s'appelle en allemand Umweltzeichen. On parle aussi du label FNG, qui est donc le label allemand, et que vous voyez en bas en frise, et puis le label Nordic Swan, qui est le label des pays du Nord, et le label Greenfield. Juste peut-être pour vous resituer les choses, dans ces labels, il y a deux tendances. Soit les labels qui ont été dessinés pour les produits financiers, c'est le cas des deux labels français, soit des labels qui sont en fait des marques connues par les consommateurs comme étant des écolabels, c'est le cas de Nordic Swan ou d'Umweltzeichen, donc les deux au centre, et qui eux sont des déclinaisons aux produits financiers de labels verts. Donc pour le consommateur épargnant, c'est un repère tout à fait important. Alors, je reviens à mon nombre de fonds. Donc, on est bien à 2071 fonds pour des encours de 1307 milliards d'euros d'encours. Donc, c'est un marché qui s'est considérablement agrandi depuis les démarrages de ces labels qui ont tous entre 10 et 2015 pour les deux labels français. Donc, à peu près ou 10 ans ou un peu moins. Ce qui est intéressant, c'est que dans un moment très compliqué pour les performances de ces produits financiers, 2022, c'est un peu l'annus horribilis dans l'ESG et dans la finance durable. Donc là, vous voyez que les performances moyennes des fonds ont été de moins 14% en 2022, mais malgré ça, ils ont quand même collecté 28 milliards. Et si on regarde que le premier semestre, alors déjà la période est meilleure, puisqu'on est sur une performance de plus 13,52, et puis la collecte reste soutenue au premier semestre 2023 dans des marchés relativement compliqués et dans des périodes compliquées pour les entreprises durables. Alors, il faut quand même relativiser, puisque vous voyez donc là très clairement quelle est la taille de ce marché, mais la taille globale du marché des fonds tout court sur le marché européen, c'est 19 000 milliards d'euros sur 66 000 fonds, pour 66 000 fonds. Donc, vous voyez que quand même la part de marché des fonds labellisés durables reste modeste. Alors, ce qu'il faut, et je vous en renvoie vers le document qu'on a mis en ligne sur Novetic, dans nos études, pour avoir le détail fonds par fonds, par volume d'encours, par collecte, par performance, et vous verrez que c'est très hétérogène. Alors, celui qui va le plus mal, c'est le label LuxFlag, que vous voyez en rouge et bleu sur cette slide, puisque lui, il est vraiment en décollecte massive. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, et on y reviendra tout au long de nos débats, parce que finalement, ceux qui collectent le mieux sont ceux qui ont les critères les plus exigeants. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout un hasard. Alors, si on poursuit et qu'on entre dans plus de détails, pourquoi les labels finalement sont restés dynamiques?
On pensait un peu que la mise en place de la réglementation SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, allait bouleverser ce paysage des labels et allait les rendre obsolètes. Puisque finalement, ce qui allait s'imposer, c'est cette fameuse classification pour les spécialistes entre article 8 et article 9, les articles 8 étant les fonds ESG les plus alignés sur le marché tel qu'il est aujourd'hui, et les fonds article 9 étant censés flécher les fonds durables les plus exigeants. En revanche, tout ça étant de l'autoclassification, il y a eu en fin 2022 un recul très net de la part des fonds article 9 qui se voit très très bien aussi sur les fonds labellisés, puisque comme vous pouvez le voir sur cette slide, ça reste très majoritairement des fonds article 8. C'est-à-dire là, on vous les a mis label par label. Alors évidemment, et sans grande surprise, les fonds les plus verts, enfin les labels les plus verts, pardon, qui sont le label Greenfin et le label Nordic Swan, sont ceux qui ont la part la plus importante d'article 9. Mais sur les autres, et en particulier le label ISR, qui reste le label le plus répandu à ce jour, là, on a une part colossale de fonds article 8. Et vous voyez aussi la différence, par exemple, entre Nordic Swan et Nouvelle-Session. Donc, je vous expliquais que c'était deux labels de nature proche. Par contre, dans la part de fonds article 8 et article 9, là, on n'est pas du tout très proche. Ça montre aussi que dans le marché germanophone, globalement, la part de la finance verte reste relativement modeste et qu'on est beaucoup plus, on est d'abord sur une part modeste déjà de marché et dans des marchés qui sont encore assez peu alignés sur l'ESG et c'est là où est la marge de progression importante. Donc, ce point est effectivement important qui est quand même le fil rouge de notre débat, pour finalement souligner, et on y reviendra avec Nathalie, quelles sont les promesses des labels? Parce qu'au-delà du fait qu'aucun d'entre eux n'a les mêmes critères, et on va y revenir, aucun d'entre eux n'a le même marché, on a quand même un vrai problème de lisibilité pour le client final. Alors déjà, par exemple, sur la part article 8 et 9, on pourrait intuitivement se dire que les fonds labellisés, qui par nature font vérifier leur process, doivent remplir un cahier des charges pour être plus exigeants, donc ils devraient être théoriquement assez massivement en article 9, ce n'est pas le cas. Donc là, on a un vrai sujet de marché sur lequel on va revenir, en sachant qu'on va faire un focus sur la partie spécifique française, puisque là, on est les seuls à avoir déjà 2 labels, et ensuite 2 labels publics, puisque l'un, le label ISR, dépend du ministère des Finances, et l'autre, le label Greenfin, dépend du ministère de la Transition écologique. Alors, si on continue notre présentation, là, on arrive sur un autre sujet qui nous a semblé pertinent, et encore une fois, je vous renvoie pour avoir plus de détails dans le document qui est en ligne, vers le document qui est en ligne et qui doit être en lien normalement dans la conversation. On a regardé quel était le pourcentage d'alignement sur la taxonomie. Alors, très clairement, ce ne sont pas tous les fonds labellisés aujourd'hui qui, en bon français, claiment, enfin qui disent d'avoir un alignement sur la taxonomie, au moins le viser. Or, la taxonomie européenne a été construite comme un outil anti-greenwashing, c'est-à-dire que tout ce qui est aligné sur la taxonomie est présupposé servir le Green Deal européen et donc servir le verdissement de l'économie européenne. Donc là, il y a une espèce de cercle vertueux qui est pour l'instant, dont se sont pour l'instant peu emparés les fonds labellisés, puisque, à évidemment une exception près, mais qui reste relativement modeste finalement, qui est le label Greenfin. Donc on a 14, ça représente 14 fonds. Les panels de chacun de ces chiffres sont très réduits. Et évidemment, compte tenu du positionnement du label Greenfin, qui est vraiment sur la taxonomie, qui d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique veut faire de la taxonomie européenne un outil de mesure et de référence pour son label, on est à 21,4% d'alignement, mais pour 14 fonds. Donc là, on a un sujet, Nordic Swans dépasse péniblement la barre des 10%, et puis Towards Sustainability ou le label ESR, alors là, on est sur des pourcentages encore plus loin. Alors ça, c'est deux inquiétudes, parce que on est quand même en 2023, la taxonomie a été lancée il y a plus de 2 ans maintenant, il y a un vrai sujet qui préoccupe les gérants d'actifs sur la disponibilité d'entreprises qui elles-mêmes ont des taux d'alignement sur la taxonomie qui permettraient de construire des fonds alignés sur la taxonomie. Alors peut-être pas à l'instant T, mais au moins dans le futur et au moins dans l'engagement. Donc on a 2 alertes là-dessus. Le premier, c'est qu'on a très peu de fonds labellisés qui vraiment
disent prendre l'engagement de s'aligner sur la taxonomie, et ils ne le font pas parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, l'univers d'investissement possible aligné sur la taxonomie est extrêmement faible. Et donc, on a un peu un cercle vicieux. Et la question de comment on va s'amorcer le cercle vertueux reste absolument posée. 2022 a été une année horrible parce qu'il y a une montée en puissance des énergies fossiles dans les marchés financiers qui ne se dément pas à ce jour et qui pose des vrais problèmes. C'est pour ça que la question des exclusions des énergies fossiles va être le fil rouge de notre débat avec Nathalie. Alors, dernier point par rapport à ça, c'est la question, je viens de l'aborder, la question de l'exclusion des énergies fossiles. Vous allez prendre le temps de regarder ce tableau où il y a pas mal d'informations. Pourquoi? Parce que finalement, on a voulu vous mettre ça pour qu'on voit de quoi on parle. C'est-à-dire que là, on parle exclusion des énergies fossiles. Effectivement, pétrole, gaz, charbon. Ça veut dire quoi à l'échelle d'une entreprise? À quels critères on considère qu'elle doit être sortie ou non d'un fonds? Et vous avez bien entendu, j'imagine, en tête tous les débats autour des majors pétrolières qui investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, ce qui est vrai, mais qui continuent aussi à investir dans des projets d'énergie fossile, malgré les recommandations de l'AIE, qui dit clairement que pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait stopper tous les grands projets fossiles qui sont en cours. Donc, on vous a mis ce tableau pour vous montrer en fait que ce que pratiquaient les labels qui ont des exclusions des énergies fossiles. Alors pareil, et on y reviendra avec Nathalie, c'est rarement tout. C'est plutôt conditionné à la part de chiffre d'affaires réalisé dans l'extraction pétrolière ou à la part de chiffre d'affaires réalisé dans la production d'électricité et de chaleur à partir des énergies fossiles. Donc il y a toute une dimension extrêmement technique qui peut du coup être complexe pour le client final. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc ces deux labels, en l'occurrence Nordic Swan et Towards Sustainability, ça c'est un extrait de notre panorama publié l'an dernier, ont des exceptions. C'est-à-dire qu'à la fois, ils excluent les énergies fossiles, mais si les entreprises qui produisent des énergies fossiles, qui font de l'extraction et de l'exploration, et ben, si elles ont un minimum de CAPEX, c'est-à-dire quasiment 90% d'énergie renouvelable, elles sont éligibles à Nordic Swan. Si leur chiffre d'affaires sur les énergies renouvelables dépasse les 50%, elles le sont. Et donc, si le plafond de chiffre d'affaires dans les énergies fossiles non conventionnelles est fixé à 7%. Donc, vous voyez, et c'est pour ça que ce tableau est intéressant, il montre comment se construit la logique de conditionnalité à la fois positivement et négativement. La logique, c'est quoi? C'est de se dire, et c'est une démarche dans laquelle la plupart des labels qui sont tous un peu en réflexion sur leur référentiel est en train de choisir, c'est l'idée de pousser les curseurs de la transition. Puisque, et c'est ça finalement le fond du débat autour de l'exclusion des énergies fossiles, est-ce que la partie la plus exigeante, puisqu'elle est labellisée des fonds durables, elle pousse et comment à une économie vraiment plus verte, plus durable, plus résiliente, et que donc là, ça passe par des critères techniques, alors à commencer évidemment par ceux de la taxonomie. Du coup, Nathalie, on va peut-être en arriver à moins qu'il y ait des questions techniques précises qui aient été posées avant qu'on arrive dans la partie débat. Alors, du coup, je vais me tourner vers Nathalie. Je viens d'évoquer le fait que finalement, on se rend compte, parce que tout ça a énormément bougé depuis, en particulier l'accord de Paris 2015, les engagements de neutralité carbone, etc., que tous ces labels ont une utilité. On le voit bien à travers les chiffres de leur souscription. Mais en revanche, il y a des grandes interrogations sur la façon dont sont construits les référentiels. Alors, au Forum pour l'investissement responsable, vous pouvez peut-être déjà nous rappeler ce qu'est le Forum pour l'investissement responsable, et puis ensuite, quelle est votre vision de ce que devrait être un label de finance durable français? Merci beaucoup Anne-Catherine, bonjour à toutes et tous. D'abord, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire, à un moment où en effet, les labels, en Europe, mais notamment en France, font débat. Un moment où se joue aussi la réforme du label français et où, il faut bien le dire, le débat public n'existe pas vraiment et où il y a quand même un manque de clarté, de pédagogie, y compris sur ce qui se joue en ce moment. Donc, merci vraiment à Novetic d'avoir organisé ce webinaire. Un petit mot sur le Forum pour l'investissement responsable pour que vous compreniez d'où je parle. Le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association qui existe depuis 20 ans et qui réunit des sociétés de gestion, donc des gestionnaires de ces fonds, des investisseurs institutionnels, mais aussi des acteurs de la société civile,
des juristes, des chercheurs, des ONG, y compris des ONG environnementales. Et c'est bien la position de ce forum, de l'ensemble de ces acteurs que je vais vous exprimer aujourd'hui. Alors, le Forum pour l'investissement responsable, bien sûr, a salué en 2016 la création du label ISR et la création de labels en Europe pour, en effet, permettre à l'épargnant d'y voir plus clair sur la façon dont son argent a été utilisé. C'est quand même l'objectif d'un label. Mais force est de constater que depuis 2016, d'abord, le label français, mais d'autres labels en Europe, ont fait l'objet quand même d'accusations de greenwashing. Je fais référence à l'enquête du Monde qui est parue en décembre dernier, au reportage de Cache Investigation, mais aussi aux études du FC Que Choisir. Il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur ces fonds, et notamment sur le label ISR français, qui risque de réputation majeur. Un risque de réputation majeur, puisque ces enquêtes ont montré qu'il y avait notamment des entreprises du secteur fossile dans ces fonds, et que du coup, les épargnants, et c'est ce que révèlent aussi les sondages qui sont réalisés par l'IFOP pour le Forum pour l'investissement responsable chaque année, émettent quand même des doutes sur la crédibilité de ces labels, et en tout cas encore des doutes sur la façon dont leur épargne est utilisée, alors qu'ils ont des attentes croissantes sur l'utilisation de leur épargne. Et puis par ailleurs, ce qu'on a constaté et que vous avez très bien montré, c'est qu'il y a quand même une disparité de pratiques de labellisation en Europe, mais également en France. Et pour vous donner un exemple, une société de gestion française qui émet en fait des fonds labellisés sur la place doit aujourd'hui répondre à 3 voire 4 labels pour pouvoir labelliser ces fonds en Europe. Oui, ce que je peux compléter d'ailleurs, il y a une partie dans l'étude qu'on a lancée aujourd'hui, où on parle de cette multilabellisation qui était très fréquente, du coup, puisque par définition, ça on l'a pas forcément dit, il y a beaucoup de ces fonds durables qui sont des fonds dits de droit luxembourgeois, parce qu'ils sont distribués dans toute l'Europe, et que donc dans ce cas-là, les sociétés de gestion qui les promeuvent font les labels de chaque pays. Voilà, avec une réglementation européenne que vous avez mentionnée, SFDR, qui a 2 niveaux de critères pour les fonds, l'article 8, l'article 9, qui eux-mêmes ont fait l'objet de remises en cause parce que n'étant pas assez clairs. Donc on est dans ce contexte-là, et ce manque de clarté, ce manque d'exigence, ça n'est pas seulement le FIR qui l'a pointé du doigt, c'est aussi l'Inspection générale des finances en 2020 qui a demandé explicitement au gouvernement de réformer ce label, en dénonçant le fait que sinon il ne serait ni pertinent ni crédible. Donc on en est là. 2023. On est en 2023. Et c'est pas assez grand-chose. Le comité du label a rendu sa copie. Alors, ce qu'attendait le FIR par rapport à cette réforme, c'est bien sûr donc un renforcement des exigences sur tous les piliers de l'ESG, pas seulement sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions sociales et de bonne gouvernance. Et à l'intérieur du pilier environnemental, ce que nous plaidons, c'est aussi qu'on ne regarde pas que la transition énergétique et les aspects climatiques, mais l'ensemble des sujets de préservation des écosystèmes, et qu'on n'oublie pas la biodiversité au passage. Et puis, il y avait un autre enjeu pour le FIR, qui était justement d'avoir un label gradué, qui puisse... un seul label, déjà. Un seul label, mais qui puisse avoir différents étages, pour qu'on puisse connecter justement les exigences et les pratiques, et pouvoir articuler en fait les labels entre eux pour mettre de l'ordre en fait dans cette disparité de labels, y compris en France. Et donc par exemple en France, on aurait besoin d'avoir une articulation entre le label ISR et le label Greenfin. Tout ça dans un univers européen qui commence à se réglementer, et donc on a aussi besoin de pouvoir articuler les critères du label ISR avec les critères européens. Vous avez mentionné la taxonomie, vous avez mentionné le CPR. On a besoin de cette clarification. Et pour la faire, on a besoin d'un label à étage. Donc ça, c'est vraiment ce que pousse le FIR. Et évidemment, sur les questions de sélectivité de l'univers d'investissement de ces labels, on était sur des approches qu'on appelle best in class, qui n'étaient pas très exigeantes, en fait, qui n'étaient pas très exclusives. Alors, on peut peut-être faire un petit point. Donc, voilà, ça veut dire sur quels critères, évidemment, on élimine une partie de l'univers d'investissement. Et alors, si on élimine, on choisit de l'autre côté. Et c'est vrai que l'approche française, et le label ISR est assez calqué là-dessus, on a des process solides qui sont vérifiés par le label. En revanche, on a des exigences. De mémoire,
taux moyen doit être de 20% à peu près. Il y a, et ça vous allez y revenir j'imagine, le fait de renforcer ce pourcentage d'entreprises éliminées. En revanche, il y a une approche qui n'est pas, et qui est tout l'objet du débat, de savoir est-ce qu'on exclut des secteurs parce que par nature, ils ne seraient pas durables. Exactement. Et devinez quel est ce secteur? Eh bien, celui des énergies fossiles. C'est le secteur fossile. Voilà, donc il y avait un besoin de renforcer aussi la sélectivité, les exclusions, et donc la position du FIR est très claire là-dessus. La copie qui est proposée par le comité du label aujourd'hui, sur la partie des exclusions, et notamment des exclusions fossiles, c'est le minimum minimorum à respecter. C'est-à-dire que ce que propose le comité du label, c'est d'avoir des critères en matière d'exclusion du charbon, bien sûr, mais aussi des énergies non conventionnelles qui, de facto, permettent d'exclure les grandes entreprises de production pétrolière et gazière qui ont des business models qui ne sont pas alignés avec les objectifs de l'accord de Paris. Ça, c'est un premier point. Mais ce peut-être qu'on peut faire une petite incidence sur cette fameuse histoire des énergies non conventionnelles. Puisqu'on voit émerger, y compris en France, par un certain nombre d'acteurs, l'exclusion dont les très grandes banques des énergies non conventionnelles, sauf que ça, c'est finalement une définition relativement floue. Donc, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire, chacun fait sa propre définition de ce qu'est une énergie non conventionnelle. Alors, les énergies non conventionnelles, ce sont vraiment les énergies fossiles qui ont des impacts désastreux sur le climat, mais aussi sur les écosystèmes. Donc, gaz de schiste, bitumineux, gaz, pétrole de l'Arctique, mais aussi, dans certaines définitions, et notamment celle de l'Observatoire français de la finance durable, le pétrole lourd. Donc, voilà, il y a des débats sur la définition. Ce qu'a proposé le comité du label, qui n'est pas composé d'ONG environnementales, qui est composé vraiment d'acteurs de la finance et de gestionnaires de fonds, c'est bien d'utiliser une vision exigeante de ces exclusions et donc une définition qui englobe toutes les énergies non conventionnelles au sens large. Et les données existent. Elles existent. Elles sont même en open source, donc le débat qui consisterait à dire qu'on ne peut pas utiliser cette définition parce que la donnée n'existe pas est un peu un alibi pour ne pas faire. Mais ce que propose aussi le comité du label et qu'il faut saluer, qui est très intéressant, c'est quand même de mettre en place des critères d'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris et de vérification du fait que les entreprises, notamment les plus émettrices, ont bien des stratégies climat alignées sur les objectifs de l'accord de Paris. Donc, à minima, elles ont une stratégie progressive d'alignement avec un scénario de limitation à 1,5 degré ou 2 degrés. Alors, deux informations pour compléter ce que vous venez de dire. La première, c'est qu'effectivement, ces propositions du comité du label ISR datent de juillet. Elles sont publiques depuis juillet. Et fin octobre, donc ça, vous allez nous dire où on en est. La deuxième, c'est que le label Towards Sustainability belge est à peu près, en fait, ça alignerait quasiment le label, les critères du label Towards Sustainability tels qu'ils sont aujourd'hui, puisqu'ils ont mis en œuvre ce type de critères d'exclusion, après des discussions longues et compliquées, puisqu'il y a énormément de débats, certes au sein de l'ensemble des parties prenantes que vient de décrire Valérie, mais aussi clairement au sein des sociétés de gestion d'actifs, avec une spécificité française, c'est ce poids de la gestion best in class sans exclusion, puisque en gros, depuis le début, l'ISR français s'est développé avec cette idée qu'on n'était pas comme les autres, c'est très français, et que donc on n'était pas sur l'éthique et l'exclusion. Alors, qui doit trancher in fine? Le ministre de l'économie et des finances. Donc ça, vous avez des informations pour savoir quand est-ce que tout le monde est suspendu à ses lèvres. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une position du comité du label qui a été remise à Bercy et qui fait aujourd'hui l'objet d'arbitrage. Donc il n'y a pas que la question des fossiles qui est en jeu, il y a aussi la question donc, de l'alignement et du pourcentage des entreprises dans ces fonds vers les objectifs de l'accord de Paris et la façon dont on traite cet alignement. Et là, le FIR a fait des propositions très claires de graduation, etc., qui permettent de facto de bien réaliser cet alignement. Et puis, oui, il y a des questions aussi sur l'équilibre entre le E, le S et le G. C'est la question des fossiles qui vraiment fait débat, parce que ce que l'on comprend, nous, de nos échanges avec les différents représentants du gouvernement, c'est qu'il serait question, en fait, de mettre en place ce qu'on appellerait un label de transition qui, finalement, intégrerait toutes les entreprises à partir du moment
où elles ont des objectifs de transition environnementale ou durable. Et donc, ça inclurait les entreprises du secteur fossile, y compris les grands énergéticiens. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Donc, la problématique, c'est que parmi ces grands énergéticiens, parmi ces entreprises extrêmement émettrices, il y en a qui ont des projets qui nous éloignent en fait de l'atteinte de l'objectif d'alignement sur un scénario 1,5 degré qui doit être visé et qui fait en fait l'objet de toutes les politiques publiques au niveau européen et français. On est quand même sur des objectifs de réduction de moins 55% des émissions de CO2 d'ici 2030. Donc si on n'a pas des critères partout, y compris dans la finance durable, qui sont cohérents qui sont cohérents avec cet objectif, on n'y arrivera pas. Donc la position qui est portée par le FIRM et par quand même beaucoup d'acteurs de la société civile, c'est de dire attention, d'abord si on fait rentrer ces entreprises dans le label, on décrédibilise la finance durable. En fait. Déjà, l'épargnant n'y comprend plus rien. On fait la boucle avec ce que vous évoquiez au début. Même si les professionnels de la profession sont capables de distinguer les moindres critères, les pourcentages d'exposition du chiffre d'affaires, etc., on est quand même sur des critères qui ne sont pas lisibles pour le commun des mortels. Donc, il faudrait avoir des exclusions beaucoup plus nettes et claires, idéalement surtout les hydrocarbures, mais puisque le consensus va plutôt vers une exclusion des entreprises du secteur fossile via les énergies non conventionnelles et d'autres critères sur l'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris. Prenons cela. Mais il faut qu'on puisse expliquer ensuite à l'épargnant que oui ou non, il y a des entreprises du secteur fossile dans le fonds dans lequel il va mettre son épargne. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir mettre une étiquette qui soit claire et lisible pour les épargnants de ce point de vue-là. Alors, pour rebondir sur cet aspect que vous venez d'expliquer très clairement, c'est vrai que là-dessus, on a finalement une espèce d'incompréhension initiale ou de malentendu sur l'intention d'un label. Novetic avait lancé le premier label ISR en 2008 avec une idée très claire, c'est que pour l'épargnant final, il y avait un minimum à pouvoir lui fournir clairement et lisiblement, et c'était vraiment le point sur lequel on insistait, à commencer par l'intégralité des lignes du portefeuille pour savoir exactement où il allait. Il est vrai qu'on s'est éloigné de cet objectif parce qu'aujourd'hui, si on a et le projet de label transition qui commence à, et n'est pas que français, hein, la question c'est comment on travaille à la question de la transition, alors avec un minimum de discrimination, parce qu'évidemment, dire que j'ai un plan de transition, à l'heure actuelle, la plupart des grandes entreprises ont des plans de transition. La question est de savoir s'ils sont crédibles ou pas. Et ça, si un label doit passer dessus, par définition, il doit au moins avoir des critères. Le label FNG allemand vient de lancer une conversation là-dessus, enfin un appel d'offres là-dessus, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui monte. C'est quelque chose, et je vous renvoie vers l'étude qu'on a aussi vu monter dans les terminologies des fonds labellisés, puisqu'on a beaucoup de climate transitions qui ont remplacé les climate solutions. Donc ça, c'est pas forcément très bon signe non plus, puisque, et Nathalie vient très bien de l'expliquer, si la transition remplace les solutions, ça veut dire concrètement que les entreprises sont plutôt en train d'expliquer que bientôt ça va s'améliorer, mais que pour l'instant, elles continuent. Et si on reparle des énergies fossiles, ça veut dire que pour l'instant, on continue à développer des projets de fossiles. Par ailleurs, et vous évoquiez la société civile, l'ONG Reclaim Finance a fait un sondage auprès des Français dont on s'est fait l'écho, qui dit clairement que pour les épargnants français de base, c'est pas cohérent d'avoir un label, c'est quelque part comme un label bio. Si vous avez un label bio sur un produit bio, mais qui est un peu bio, mais pas très bio, et que ce signal fort du fait que c'est vraiment durable, c'est le fait qu'on exclut les énergies fossiles, là, on tourne en rond. Et l'expérience qui est la mienne depuis 20 ans, c'est que ça fait 20 ans que finalement, on explique aux gérants d'actifs qui ne sont pas les distributeurs, donc qui sont peu en contact avec une base de clientèle d'épargnants individuels, que ce type de fonds très complexe à construire et pas très lisible, il y a un problème de crédibilité que dénoncent effectivement les médias. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'est pas en train de statuer sur ce que c'est qu'être un investisseur responsable, sur ce que sont les bonnes pratiques en matière d'investissement responsable. On est en train de statuer sur l'étiquette que l'on met sur un produit d'épargne durable, qui est une promesse de responsabilité et de durabilité pour l'épargnant. Donc, vous l'avez très bien dit, c'est une chose de dire je mets par exemple un label bio sur je sais pas, des pratiques agricoles qui
qui réduisent un tout petit peu les pesticides. Enfin, vous n'attendriez pas d'un label bio qui labellise juste le fait de réduire un tout petit peu les pesticides. En principe, il ne doit pas y en avoir du tout. Voilà, en principe, il ne doit pas y en avoir du tout. En revanche, vous ne verriez peut-être pas d'inconvénient à ce qu'un investisseur de long terme qui a la possibilité de faire pression sur une entreprise à long terme et de l'accompagner dans sa transition puisse accepter au début de sa transition que voilà, elle utilise des pesticides pour ensuite l'amener via ses financements et son dialogue actionnarial à les exclure. C'est exactement la même chose pour un produit d'épargne durable. Donc voilà, il faut bien distinguer les deux. Et bah, en effet, le débat se cristallise un peu sur ce sujet. Et pour l'instant, eh l'arbitrage est entre les mains non seulement du ministère de l'économie et des finances, mais aussi de la première ministre. Donc voilà, on attend cet arbitrage. D'ici la fin de l'année. On devrait D'ici la fin de l'année, on est quand même dans le contexte de la COP28, où il y a par ailleurs des demandes aussi d'exclusion. Une grosse focalisation sur les énergies. Donc voilà, il faut que tout ça soit cohérent. Et on ne sait pas encore si en fait le gouvernement proposera uniquement un seul label, donc un socle de base, et pas encore d'étage supérieur comme le souhaite le FIR, ou s'il y aurait 2 étages, mais avec un niveau qui serait moins disant que ce que propose le comité du label, en tout cas sur les questions de transition climatique. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se profile. On est à notre temps, mais on a compris que l'idée, ce serait d'avoir ce qu'on appelle un label de transition qui serait peut-être sur les fossiles, un petit peu sur une position moins disante que celle du comité du label, mais une articulation avec le label Greenfin qui, lui, voilà, fait aussi l'objet de discussions. Oui, c'est ce que j'allais ajouter. Donc, Novetic est auditeur du label Greenfin. Donc, du coup, nous sommes partie prenante du projet de refonte. C'est vrai que les labels de finances durables occupent aujourd'hui le gouvernement. Donc, côté Greenfin, il est question effectivement d'une relative convergence avec le label ISR et de s'aligner sur la taxonomie assez probablement rapidement, mais ce qui pose un certain nombre de sujets sur la table qui sont en discussion. D'une part, parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la part d'entreprises qui ont vraiment un alignement taxonomique suffisamment significatif est extrêmement faible sur les marchés cotés. Donc ça, c'est un sujet qu'on espérait voir monter beaucoup plus vite que ça. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, du coup, ça introduit jusque-là, le Greenfin a des exclusions de toutes les énergies fossiles et du nucléaire, et que donc les exclusions vont être revues. Donc là, on va aussi avoir probablement des sujets de clarté à poser clairement à ces pauvres épargnants qui, étude après étude, expliquent qu'ils veulent juste des produits clairs et lisibles, parce qu'on peut les comprendre, et qu'ils ne les ont pas forcément. Alors, merci beaucoup pour tous ces échanges. On va passer à la partie questions. Alors, il y en a une première que je vois déjà. Quelle est l'empreinte géographique? Effectivement, comme son nom l'indique, le Nordic Swan, alors ça veut dire signe nordique, vert, n'est distribué que dans les pays nordiques, au sens où, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un signal, un écolabel des pays du nord de l'Europe. Et donc, alors après, je ne pense pas, il faudrait vérifier, mais je ne pense pas que ce soit exclusivement les pays du Nord, mais comme, au sens, c'est interdit si on n'est pas dans les pays du Nord, mais par définition, et Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, c'est des démarches, la labellisation est une démarche assez lourde pour une société de gestion d'actifs, donc si elle ne commercialise pas de produits en Europe du Nord, elle ne va pas faire la démarche d'avoir le fonds Nordic Swan. Donc, si vous ciblez les pays du Nord, du nord de l'Europe, c'est intéressant. Alors, je vois qu'il y a une deuxième question, quid de l'articulation avec le label Finansol et avec les labels de finance à impact. Ouais. Oui. Sur ce point, ce qu'il faut comprendre, c'est que la position qui a été exprimée par le comité du label, c'est beaucoup centré sur les exclusions, la partie, je dirais, négative des impacts des entreprises qui sont dans le fonds, mais finalement a assez peu établi de critères d'impact positif. Il y a une règle quand même qui est établie par le comité du label qui est, alors c'est un peu technique, mais qui demande en fait au fond de définir 2 indicateurs en référence à la réglementation européenne d'impact positif. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir des indicateurs beaucoup plus élargis, en fait, d'impact positif, soit sur l'environnement, soit sur le social pour les labels de niveau 3, c'est-à-dire qui peuvent vraiment se réclamer
être des labels à impact. C'est-à-dire qu'on croyait être l'article 9. Voilà, ce qu'on croyait être l'article 9, donc d'avoir une intention non seulement de ne pas nuire à l'environnement et à la cohésion sociale, mais aussi d'apporter et de promouvoir, enfin d'accompagner des entreprises qui ont un impact positif vérifié sur ces sujets. Et donc, voilà, ce qu'on peut rappeler, parce que je ne sais pas jusqu'où nos auditeurs le savent tous, mais en gros, la loi Pacte en 2020 a prévu qu'à partir de l'année dernière, les promoteurs d'assurance vie doivent proposer au moins un fonds de chaque label, c'est-à-dire au moins un fonds label ISR, un fonds label Greenfin et un fonds label Finansol. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a déjà, je vous ai dit au tout début qu'on avait une petite partie de fonds par rapport à l'offre globale de fonds durables labellisés, mais en plus, il y a une vraie asymétrie entre le label ISR qui est le plus répandu, avec plus de 1000 fonds, etc. Donc, il y a une offre quand même un peu plus large, et les fonds Greenfin cotés, puisque donc, en tant qu'auditeur, on le sait aujourd'hui, le développement du label Greenfin porte plutôt sur des fonds non cotés, d'infrastructures, autre chose comme ça, en particulier d'énergie renouvelable. Mais donc, du coup, on a vraiment une petite offre. Et par définition, et Finansol, c'est un peu la même chose sur les marchés cotés. Donc aujourd'hui, on a l'idée de base de la loi Pacte, c'était de pousser les labels comme élément de crédibilité de la finance durable dans des réseaux, puisque en France, les souscripteurs d'assurance vie sont extrêmement nombreux, c'était de créer ce cercle vertueux. Finalement, 3 ans plus tard, il y a un problème, puisque ce problème est que, la notoriété des labels reste faible. Je crois que l'enquête que vous menez chaque année au FIR le montre bien. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Le deuxième, c'est qu'il y a une offre assez réduite. Donc, la Fédération française de l'assurance communique chaque année sur les chiffres qui montent, mais on a toujours un pan qui manque. C'est finalement celui des conseillers qui ont été plus formés, mais toute proportion gardée. Et comme en plus, il y a le message de 2022 de la montée en puissance sur les performances financières des énergies fossiles, là, on est vraiment, et c'est un des problèmes du débat public qui est assez indigent sur toutes ces questions-là. Et donc, du coup, le dialogue entre conseillers et financiers, et ça, c'est un des échecs de la réglementation européenne avec la réforme il faut poser des questionnaires, il faut intégrer au dialogue client conseiller financier un questionnaire sur son intérêt ESG. À ce stade et d'après les retours qu'on a, c'est tellement technique que le conseiller conseille de surtout pas mettre la main dans l'ESG parce que là, tout va se compliquer. Donc, 2 choses pour répondre à la question. En fait, l'articulation n'est pas faite avec Finansol et c'est bien dommage. Mais elle n'est pas faite vraiment non plus avec Greenfin pour l'instant, puisque la volonté du comité du label, ça a été d'abord de commencer par la clarification du socle de base et de ne pas encore travailler sur justement la gradation et l'articulation avec les autres. Mais peut-être que dans les débats qu'il y a au niveau gouvernemental, on va finalement finir par avoir cette articulation au moins sur la partie environnementale. Mais il y aurait plein de propositions à faire justement pour en effet articuler les deux. Et puis sur ce que vous disiez sur en fait ce qui est proposé par en effet, les conseillers bancaires aux épargnants, oui, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, seulement 15% des épargnants se voient proposer un produit d'épargne durable. Et donc, écoutez, merci beaucoup pour tout ça. On espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Alors, finalement, on va donner la parole à une des personnes qui nous suivait, qui a très bien résumé la situation, en disant donc, si je suis bien, il faudrait un label pour identifier les supports d'investissement pour financer les transitions d'acteurs avec obligation de résultats et des labels de support d'investissement pour financer des acteurs clairement conformes aux différents réglementations comme la taxonomie. Au moins, ce serait clair pour l'épargnant, c'est un peu l'idée. Oui, mais avec un socle de base quand même qui évite les impacts négatifs et qui évite de financer des entreprises qui nous éloignent, encore une fois, des objectifs environnementaux, notamment des objectifs climatiques. Donc, transition, mais avec un point de départ de la transition qui doit quand même être exigeant. Et alors, une prime à la toute dernière question, puisque je vois que finalement la course au volume des produits labellisés ne risque pas de transformer en une course pour relâcher les critères. Je vais dire, c'est tout le sujet de la finance durable en général. C'est-à-dire que la course au volume, qui a été clairement gagnée, puisque par contre,
autant les fonds labellisés sont une toute petite part de l'offre, autant en Europe, on estime que la moitié à peu près des encours intègrent peu ou prou des critères ESG, et ça, c'est bien une stratégie de volume. La question du peu ou prou sur quels critères, et c'est pour ça qu'on a organisé cet événement aujourd'hui et qu'on a eu ces échanges avec Nathalie, c'est que la conviction profonde qu'on partage, c'est qu'il y a aujourd'hui une demande claire, nette et précise de flécher de l'épargne vers une économie qui transforme et qui est plus durable, plus résiliente, et que si les labels ne sont pas un gage de la crédibilité de ce flux négatif, c'est-à-dire l'exclusion des secteurs considérés comme vraiment problématiques et la façon dont on mesure l'impact positif de ceux qui sont sélectionnés dans les fonds, par définition, là, on a un décalage entre l'offre et la demande, et ce décalage est historique, et effectivement, à ce stade, le marché des labels ne réussit pas vraiment à dépasser tout ça. On espère que la prochaine mouture qu'on devrait connaître avant la fin de l'année, dans les deux cas des labels français, permettra d'avancer un peu plus, mais ce n'est pas encore gagné. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'étude qu'on vient de publier et un certain nombre d'articles qu'on vous a fléchés tout au long de cet événement sur notre site. À très bientôt. Merci, à bientôt.